Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans TLS+. Aujourd'hui, prendre une photo est à la portée de chacun d'entre nous. On prend une photo pour regarder des souvenirs, partager un instant, pour nos papiers d'identité et même parfois pour rien, juste pour le plaisir de prendre une photo et de la montrer à qui veut bien la regarder. Alors si pour nous, les amateurs, les néophytes que nous sommes, prendre une photo se résume souvent à appuyer sur un bouton, pour ceux que l'on appelle les professionnels, prendre une photo, c'est un témoignage. C'est un instant qui ne se réfléchit pas, un instant suspendu à une fraction de seconde qui laisse à réfléchir. Et même si eux doivent aussi appuyer sur un bouton. Nous nous sommes tous un jour extasiés devant un paysage, un visage, une géométrie, un chat, quoique. Mais soyez honnêtes, combien de fois vous vous êtes demandé « mais qui a pris cette photo ?» Et il est là le problème. Étant donné que nous avons tous à portée de main la possibilité de faire la même photo, ou à peu près, on ne regarde que le cliché sans se poser la question de qui, comment, quoi, où. Et elle est là la grande différence. Les photographes, les professionnels ne font pas d'à peu près. Ils maîtrisent une technique, une sensibilité, une émotion qu'ils savent développer. Ils exercent un art et comme le disait Émile Zola, une œuvre d'art est un coin de la création vu à travers un tempérament. Et du tempérament, mon invitée, elle n'en manque pas. Géraldine Arechtianou, bonjour. Bonjour. Vous êtes photographe professionnel de tempérament, comme je le disais précédemment. Alors quand je dis tempérament, je le pense sincèrement parce qu'il suffit de regarder votre travail, notamment la dernière série que vous avez faite qui s'appelle 24 heures en réa, où vous avez suivi pendant 24 heures un service de réanimation, c'était... l'hôpital d'Orléans. À l'hôpital d'Orléans. Comment vous êtes retrouvé à faire une série 24 heures à l'hôpital d'Orléans ? Comment je m'y suis retrouvée ? En fait, c'était juste après qu'on nous a annoncé le confinement et toute cette crise. Je suis rentrée en contact avec un infirmier que je connaissais, qui était à l'hôpital Cochin. Et dont sa femme aussi est infirmière à l'hôpital Cochin. Et en fait, c'était juste, je m'inquiétais pour lui et je voulais savoir comment ça allait, comment ça se passait. Et pendant la première semaine, on a échangé, il me racontait un petit peu comment ça se passait, que c'était stressant, que c'était compliqué, que c'était important, que c'était hors norme. Et à un moment donné, lui, il connaissait mon travail sur les 24 heures et il m'a dit « mais là, ça serait dingue que tu viennes faire un 24 heures ici ». Je dis « ah bah oui, mais carrément ». Enfin, j'y avais pensé, mais à aucun moment, je m'étais dit « tiens, je vais me rajouter… Et en fait, il a demandé à ses collègues, à ses supérieurs, à ses chefs, et tout le monde avait l'air de dire oui, que c'était important de témoigner de ce qui se passait à ce moment-là. Et en fait, la com de la PHP a dit non. Du coup, je me suis retournée vers l'hôpital d'Orléans que je connaissais. Mais en fait, ce qui me plaisait par rapport à l'hôpital Cochin, c'était que c'était les soignants qui avaient envie que je vienne les voir. Et c'était pour ça que je voulais aller là-bas. Et du coup, j'ai fait un courrier au chef de réa de l'hôpital d'Orléans, à qui j'ai expliqué qui j'étais, pourquoi j'avais envie de le faire et comment je pensais le faire. Et en fait, il en a parlé à toute son équipe. Ils avaient des questions, j'ai répondu aux questions. Et on a décidé d'une date et ça a été début avril. Alors même si la PHP n'a pas voulu, ça n'a pas empêché d'en faire un livre qui s'appelle 24 heures en réa, aux éditions Allopex. Il est préfacé par qui ? Il est préfacé par Agnès Ledig. D'accord. Et il y a des textes, c'est vous qui les avez écrits ? Non, enfin, il y a un texte que j'ai écrit, je pense que c'est mon premier texte de ma vie. D'accord. Et sinon, j'ai demandé aux soignants d'écrire un texte. Donc, il y a environ 5-6 textes dans le livre, d'un médecin, du chef de réa, d'une infirmière, d'aides-soignants, et c'était qui voulait écrire par rapport à eux, comment ils ont vécu cette crise, et aussi par rapport au fait qu'ils savaient que ça allait venir dans le livre. Voilà, alors toutes les photos qu'on voit pendant que vous êtes en train de parler font partie du livre, hein, on est bien d'accord. Quand on fait une série 24 heures, d'un seul coup, vous êtes photographe, mais vous êtes photographe, vous rentrez dans quelle catégorie ? C'est du photoreportage, du photojournalisme, ou vous, le principe de catégorie ne vous plaît pas et vous dites je suis photographe et je suis là, j'appuie, je prends le cliché, je prends la photo quand quelque chose m'inspire. Comment vous vous situez par rapport à l'univers de la photo ? En fait, je ne me situe pas exactement
vous venez de le dire. C'est juste, en fait, je vis le moment. Et pour moi, le moment de la prise de vue, c'est un moment... je ne suis pas en train de faire des photos, je suis en train de vivre avec les personnes que je prends en photo. Et donc, je ne sais pas si on peut appeler ça du photojournalisme, du photoreportage, de la photographie. Enfin, moi, je suis photographe. Alors, dans l'émission, on a toujours un fil rouge, un intervenant externe. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer Françoise Paviot, qui a une galerie qui s'appelle Françoise Paviot, au cœur de Paris, qui est une référence dans le monde de la photo. Et j'ai été lui poser la question, qu'est-ce qu'elle attend quand elle regarde une photo, la toute première photo, qu'est-ce qu'elle doit ressentir? On écoute ce qu'elle nous dit et on revient après. Qu'est-ce que j'attends d'une photographie? C'est d'abord qu'elle m'arrête et que j'ai envie de la regarder longtemps. Si je passe en me disant « Ah, je l'ai déjà vu » ou « Ah, le pire, c'est quand ça me rappelle quelque chose d'autre. » C'est-à-dire que si je projette d'autres images en me disant « Tiens, ça me rappelle un tel ou un tel. » Et ça, c'est pas bien pour les... Alors, quand on dit ça à un photographe, en général, ils sont pas très contents, mais ils ne se rendent pas compte que bien souvent, ils s'inscrivent dans une... Involontairement, ils font ce qui a déjà été fait. Quelquefois, une bonne photo, elle va me frapper ou j'y repense après. Elle revient. Elle remonte à la surface. Donc, ça veut dire qu'elle s'est inscrite dans le temps, dans la durée. Donc là, c'est un bon signe. Pour vous aussi, ce qui est important, c'est que vos photos elles s'inscrivent dans la durée? Oui, et en fait, pour moi, ce que j'aimerais que ma photo provoque, c'est une réflexion. En fait, me dire que mon travail, il est utile et que ça débloque des choses. Donc en fait, pour moi, c'est ça aussi de faire peut-être une bonne photo et une photo utile en fait. Une photo qui amène une réflexion et des interrogations. Mais une photo peut être utile parce qu'elle amène à la réflexion, elle peut être utile aussi parce qu'elle informe, elle peut être utile aussi parce qu'elle divertit, elle peut être aussi parce qu'elle est belle. Il y a plusieurs possibilités de rendre utile une photo. Vous vous inscrivez dans quoi? Vous voulez vraiment que les gens s'interrogent sur ce que vous êtes en train de témoigner au travers de vos photos ou vous leur laissez... J'ai lu en préparant l'émission que regarder une photo, c'est regarder à travers l'œil d'un photographe. C'est ce que vous voulez, que les gens voient votre travail à travers votre œil, ou vous voulez que les gens, à travers le leur, interprètent votre travail? Évidemment que si je montre la vie des gens, évidemment que c'est par mon regard, c'est comment moi je l'ai vécu, comment je les vois. Donc ça, je ne me pose pas trop la question si la personne qui va regarder, c'est parce qu'elle va regarder mon propre regard. Mais ce que j'ai envie, en plus, les travaux que je fais dernièrement, c'est plutôt des sujets sur lesquels j'ai envie qu'il se passe quelque chose et qu'il y ait un déclenchement derrière. Donc que ça provoque de la joie ou de l'émotion ou une envie d'agir, voilà, c'est ce qui est important en fait. Mais en fait, dans votre métier, il y a deux temps. Il y a le temps de la prise de vue et le temps du développement. C'est-à-dire qu'à ces moments-là, vous avez un ressenti, une attitude différente. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de prendre des photos, vous êtes dans l'instantané, presque dans l'automatisme, sans trop réfléchir, justement pour garder l'essence du réel. Et c'est après, quand vous faites vos tirages et que vous sortez un résultat, que là, vous l'orientez différemment ou vous la travaillez différemment, votre photo? En fait, il y a le travail de la prise de vue où on est dedans, on est avec les gens, on est dans le sujet. Et après, c'est vrai que le travail d'editing, il est très, très long et très important. Et du coup, on revit tout ce qu'on a vécu, dans le reportage, quoi. Donc le moment de l'editing, il est important et on arrive à mieux ou à reconstruire son histoire. Donc c'est vrai qu'il y a deux temps. Il y a le temps de la prise de vue où là on est dedans et puis
on vit ce qui se passe, et après, il y a le moment de la construction. Mais là, dans la série 24 heures réelles, vous aviez fait une autre série aussi, 24 heures à Alexandroux, vous avez suivi un SDF dans Paris. À ces moments-là, vous avez besoin, vous ne faites pas de repérage, vous y allez direct, vous avez besoin de connaître les gens, vous parlez avec eux, ou vous préférez arriver sans trop avoir d'informations pour garder vraiment l'instantané, le réel, ou si vous avez trop d'informations sur la personne, vous avez peur que ça fausse un petit peu votre façon d'appréhender le sujet. Vous travaillez comment par rapport à ça ? En principe, pour le projet des 24 heures, j'aime bien aller direct. Donc, dès que je rencontre la personne, je commence mes photos et il n'y a pas de préparation en amont. Après, il y a le moment où je leur demande, parce que vaut mieux qu'ils soient au courant et qu'ils soient d'accord de vivre avec moi pendant 24 heures. Mais j'aime pas préparer en amont, j'aime pas savoir exactement ce qu'on va faire, ou j'ai pas envie non plus que la personne se prépare par rapport au fait de ma venue. Donc, mais par rapport à Alexandroux, cette personne sans domicile fixe à Paris, on s'était rencontrés 2-3 fois avant. D'accord. Parce que déjà, vu que j'ai dormi avec lui dans sa tente, je ne pouvais pas arriver comme un bulldozer en disant ce soir, ça y est, ce soir on dort ensemble, quoi. Ouais, donc il a fallu aussi. Il y a un rapport de confiance à installer, j'imagine. Voilà. D'accord. Donc il faut qu'on ait tous les deux confiance l'un dans l'autre. Mais en général, moi j'ai confiance. Je pars. Alors maintenant, on va aborder le grand thème de la bagarre entre le numérique et l'argentique. Alors l'argentique, c'était ce que l'on appelle la pellicule, les appareils photo avec pellicule, et maintenant le numérique qu'on a sur nos smartphones et qui est accessible au plus grand nombre. Vous travaillez principalement en quoi ? Numérique, argentique ? Maintenant, numérique. Numérique ? Ouais. Alors j'ai posé la question, on va retrouver Françoise Paviot, à qui j'ai posé la question. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle pensait de cette évolution et si elle comprenait ce qui opposait l'argentique au numérique. On l'écoute et on en reparle après. Ce qui est passionnant, je trouve toujours ce qui est passionnant, c'est de voir comment les choses évoluent. Et donc, le numérique et l'argentique, pour moi, je suis pas la seule à le penser d'ailleurs, il y a l'esthétique du numérique et l'esthétique de l'argentique. Il faut comprendre exactement ce qu'on a devant soi. Il y a la photographie et il y a les images. Je pense pour des photographes professionnels, on n'approche pas l'image ou ce qu'on a photographié quand on a un outil numérique et quand on a un outil argentique. Actuellement, de plus en plus, on se contente de photos qui ne sont pas de grande qualité. On peut faire des photos floues, mais il faut le faire volontairement, dans une intention, avec une intention, un projet. Vous êtes d'accord avec ce qu'elle dit ? Vous utilisez le numérique ou l'argentique pour chercher un esthétisme particulière, ou c'est la maîtrise de votre technique vous permet d'imposer un esthétique à l'outil que vous utilisez ? En fait, pour moi, la photo argentique et la photo digitale, numérique, il n'y a pas de différence et en même temps, il y a une grande différence. Donc, alors, il n'y a pas de différence, pourquoi ? En fait, dans le produit fini ? Dans le produit fini, il n'y a pas. La photo peut être aussi bonne en argentique qu'en numérique. Mais en fait, pour moi, là où il y a une grande différence, c'est à la prise de vue. En fait, quand on fait des photos, et moi j'ai commencé en argentique, on est complètement dans le sujet, en fait. On ne peut. On photographie, on est dedans. Contrairement au numérique, comme on a la possibilité de regarder sa photo et de voir si l'éclairage. Du coup, on essaye toujours de faire une photo mieux. Donc on est en train de réparer un petit peu. Donc on fait toujours une fonction en fonction de la photo d'avant. D'accord. Donc en fait, on est en train de réparer tout le temps quelque chose. Mais alors, qu'est-ce que c'est une photo réussie ? Une photo réussie, c'est une photo qui
qui emmène la personne qui la regarde. Je sais pas, moi je suis pas très technique. Pour moi, la technique, elle est pas primordiale, mais en même temps, quand on regarde une photo où il y a un mauvais éclairage, on sent que c'est pas fait exprès, c'est mauvais, quoi. Mais donc, vous me dites que vous n'êtes pas très technique, mais ce qui diffère vous, professionnel, et moi, qui appuie sur son téléphone, c'est votre technique. C'est-à-dire que vous maîtrisez, vous savez prendre un cadre, vous savez jouer avec une lumière, vous savez poser, mettre en scène un petit peu votre sujet. Ou non, c'est votre technique, vous, c'est d'être au bon... Enfin, votre spécificité, c'est d'être au bon moment, au bon endroit, sentir le truc. La technique, elle rentre en compte. Oui, évidemment que la technique, elle rentre en compte, mais c'est des choses qui s'apprennent petit à petit. Enfin, moi, j'ai pas fait d'école de photo, mais je suis allée voir plusieurs photographes comment ils travaillaient. Donc, du coup, je piquais à droite, à gauche, mais en fait, après, je fais comme je le sens. Ouais. Moi, mon éclairage, quand je fais des portraits, je bouge tout le temps mon éclairage, je le laisse jamais à un endroit, parce que... donc en fait, la technique, elle devient un peu innée en même temps. Et puis, on apprend petit à petit. Mais pour moi, c'est pas en lisant des livres... La théorie, c'est pas la théorie, voilà, c'est pas la théorie, c'est pas en regardant des tutos, plein de tutos de comment mettre la lumière ici ou ici ou ici. Je pense qu'il faut aussi laisser les choses arriver et puis le faire un peu comme on le ressent, en fait. Et c'est surtout faire des photos, c'est regarder, c'est faire. C'est quand on fait qu'on apprend. Qu'on apprend. Alors, on a demandé, Télé Sud est diffusé dans toute l'Afrique, et on a demandé à notre correspondant au Bénin, Kevin Sonsid, d'aller demander un petit peu à des photographes professionnels si ils faisaient une différence entre le numérique et l'argentique. On écoute ce qu'ils nous disent. La photographie serait-elle menacée à l'ère du numérique? Un tour à Cotonou, en République du Bénin, pour en savoir plus. David Nyaha, photojournaliste, trouve quant à lui que le numérique a bien au contraire révolutionné le monde de la photographie. La photographie n'est pas du tout menacée par le numérique, ou bien au contraire, le numérique a quand même révolutionné les choses dans le monde de la photographie. Je prends pour exemple, avant, on faisait les photos en argentique, c'est-à-dire avec des pellicules et tout ça. Aujourd'hui, grâce au numérique, vous avez des cartes mémoire. Aujourd'hui, avec le numérique, qui apporte une grande révolution, parce que je vous dis, avant, pour aller travailler, vous avez besoin de transporter beaucoup de choses. Aujourd'hui, grâce à un petit appareil, aujourd'hui, vous pouvez faire des merveilles. Donc, le numérique ne menace en rien la photographie. Pour Richard Dansou, spécialiste du noir et blanc, c'est le regard, l'œil du photographe qui fait la différence à l'ère du numérique face à la multiplicité des smartphones. À vrai dire, pour moi, la photographie n'est pas menacée par le numérique. C'est vrai qu'a priori, on pourrait penser ainsi parce qu'avec la démocratisation des smartphones, même des appareils photo numériques, n'importe qui peut prendre son téléphone portable et se faire des photos, n'importe qui peut acheter un appareil photo numérique et donc prétendre se passer du photographe, mais c'est limité parce qu'un photographe, c'est un regard, c'est une perception. Alvin Akotenyo, photographe événementiel, trouve par contre que la menace réelle de la photographie, c'est bien sûr les smartphones. Menacé, oui et non, parce que aujourd'hui tout le monde a un smartphone. Quand ils prennent les photos avec les smartphones, ce n'est pas forcément, ce n'est pas comme la prise de vue d'un photographe professionnel. Il y a le réglage qui n'est pas bien, il y a la lumière, il y a la mise au point qui n'est pas top. Et en plus, un photographe qui prend la photo, il prend le temps de voir l'angle idéal pour prendre la photo. Et le photographe sait ce qu'il veut prendre quand il a un sujet devant lui. Aussi, au niveau du traitement, ce n'est pas professionnel et ce n'est pas bien. Donc les avis sont assez unanimes, bien que la jeune femme à la fin dise que le danger, c'est cette possibilité de photographier avec un smartphone accessible à tous. Je voudrais revenir 2 secondes sur votre série 24 heures avec Alexandro, parce que quand j'ai regardé votre série, je me suis dit, mais en fait, est-ce que
il est plus difficile maintenant, de nos jours, en 2020, d'être photographe. Est-ce que c'est plus dangereux? Est-ce que c'est plus intrusif? Est-ce qu'on pousse un peu plus les portes maintenant qu'il y a justement tout le monde a accès à la possibilité de faire des photos? Est-ce que vous êtes obligé de pousser plus loin, d'aller chercher plus loin que ce que n'importe qui pourrait faire avec un appareil photo? Non. Non. C'est pas quelque chose, vous pensez à votre travail et vous vous dites pas, des fois vous regardez des gens qui ont fait quelque chose avec un smartphone, vous me dites, c'est pas mal ça. Et non, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de. Votre travail c'est le vôtre et les autres font ce qu'ils ont à faire et basta. Oui, moi je pense que c'est. Après, oui, Enfin, chacun a sa façon de travailler, son regard, comme le photographe tout à l'heure disait, c'est chacun son regard en fait. Donc moi, si on m'appelle, c'est parce que j'ai ma façon de faire et j'ai ma sensibilité, j'ai mon tempérament. Enfin. Et être une femme, c'est plus facile, être une femme photographe pour aller près des gens, pour les mettre peut-être, parce que les gens peut-être imaginent qu'une femme est peut-être plus bienveillante, plus délicate qu'un homme qui va essayer d'aller chercher du sensationnel à tort ou à raison, hein, mais vous avez l'impression que vous pouvez plus facilement franchir des portes ou des barrières, que vous pouvez accéder à des univers parce que vous êtes une femme, et il y a un privilège ou pas du tout? Ça, je sais pas, je suis pas un homme, donc du coup je peux pas comparer, mais moi. Le fait que je sois une femme, ça m'a jamais empêché de faire quoi que ce soit. Donc, mais est-ce que ça vous a permis d'en faire plus que d'autres? Ça, je peux pas savoir. Vous savez pas. Ça, je peux pas savoir. Mais moi, je sais que, je me permets beaucoup de choses. La preuve, c'est que par rapport à ce projet 24 heures, je me permets de m'incruster dans les vies des gens. Même des fois, je dors dans le même lit que certaines personnes. Après, si je faisais 1m85 et 100 kg, je ne sais pas si ça serait possible d'aller dormir un petit peu partout. De place. Voilà, il faudrait plus de place. Est-ce que vous vous considérez comme une artiste? Non. Non? Non, je suis photographe. Mais la photo d'art, ça existe. Oui, la photo d'art, ça existe, mais la photo, pour moi, la photographie, c'est la photographie. Et elle fait partie peut-être de l'art, mais il n'y a pas... Pour moi, rajouter photographe, artiste, je trouve que c'est deux choses presque... Enfin, c'est comme... C'est deux choses... C'est deux mots qui ne vont pas vraiment ensemble pour moi, en fait. Alors, parce que j'ai posé cette question à Françoise Paviot également, je lui ai demandé à quel moment considère-t-on une photographie comme une œuvre d'art, et sa réponse risque de vous plaire. Voilà, alors ça, c'est une question qui ramène à s'interroger aussi qu'est-ce que l'art, hein, et c'est très fluctuant. Il y a des choses qui ont été, on le répète souvent, qui ont été méprisées ou mises de côté et qui après réapparaissent et on crée au chef-d'œuvre. Donc il y a les questions de goût, hein, il y a les questions de marché, il y a les questions de médiatisation, hein. Est-ce que les médiatisations sont génératrices d'œuvres d'art, hein? Le baiser de l'hôtel de ville de Robert Doisneau. Voilà une photo qui a dormi pendant des années dans les tiroirs de l'agence Raffo, hein. Il a fallu que quelqu'un des éditions du désastre cherche une idée pour faire une édition de carte postale et découvre ce reportage de Robert qu'il avait fait, je crois, dans les années 50 pour Life, sur les baisers. Et puis alors, pourquoi cette série a fonctionné, hein? C'était un sujet assez large, assez ouvert, et tout le monde veut avoir le baiser de l'hôtel de ville qu'on a retrouvé, qu'on trouve reproduit partout. Vous êtes d'accord avec elle? Oui, je suis d'accord avec elle. Et quand j'ai su que je voulais être photographe, évidemment, Doisneau, c'était la référence? Une des références, et j'étais tellement fan de cette photo que mes parents ils m'avaient offert une couette avec le baiser. Donc comme elle dit, on la retrouve vraiment partout. Voilà, elle était dans mon lit. Et alors, juste une dernière précision concernant la photo d'art, il faut savoir qu'il y a même une définition légale concernant la photographie. Une photographie d'art peut être considérée comme un art à partir du moment que la photographie est prise par l'artiste, tirée par lui-même ou sous son contrôle, signée et numérotée dans la limite de 30 exemplaires, tout format et support confondus. Ça veut dire que si demain, moi, je prends une photo du ciel, que c'est moi qui l'ai faite, que je sors 30 exemplaires et que je signe, c'est une photo d'art. Voilà. Donc en fait, ça veut tout dire et rien dire.
Voilà, enfin après, il faudra que quelqu'un vous l'achète, quoi. Oui, Voilà. c'est la grande différence, elle est là. On arrive malheureusement au terme de l'émission. Géraldine, ouais, ça va vite, ça va très très vite. Comment vous voyez évoluer la photo ? Alors, les prochaines évolutions, ça va être quoi ? Ça va être technique encore ? On va encore miniaturiser ? On va trouver des nouvelles possibilités ? Quelles sont les évolutions intéressantes ? C'est la diffusion encore plus rapide, le partage, le travail. Qu'est-ce que vous aimeriez ou qu'est-ce que vous imaginez ? Oula, c'est une grande question. Mais c'est parce que c'est la fin de l'émission. Non, non, moi, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on va revenir à l'argentique. Ah ouais ? Ouais. C'est peut-être un souhait. Ouais. Mais alors que vous travaillez que numérique, vous m'avez dit ? Oui. Mais ouais. J'ai encore mon agrandisseur, j'ai encore mes appareils argentiques. Ça vous manque ? Par moments, oui. Des fois, je me dis, j'aimerais bien remonter mon labo, ne serait-ce pour montrer à mes enfants, en fait. Et pourquoi vous ne le faites pas ? Parce qu'on laisse toujours ces choses-là pour plus tard. 2 dernières questions. Est-ce qu'il y a des photos que vous refusez de faire ? Hormis ce qui est illégal, bien évidemment, ou interdit, qui éthiquement n'est pas faisable, est-ce qu'il y a des photos que vous refusez de faire, que vous ne vous sentez pas concerné, vous n'avez pas envie, ou vous n'avez pas de limite ? Oui, par rapport, s'il y a des clients que je trouve, où je ne suis pas d'accord par rapport à ce qu'ils font, ou idéologiquement, je ne le fais pas. Et quelle est la photo que vous auriez rêvé faire, à part celle de la place de l'Hôtel de Ville ? C'est la photo que je vais faire demain. Alors Géraldine, on rappelle votre livre aux éditions Alopex, 24 heures en réa, avec une préface de Agnès Ledigue. Voilà, parce qu'elle m'a dit de le dire, alors on le dit. Sinon, on retrouve toutes vos photos et vos travaux sur votre site internet, geraldinearacheteranou.com. Voilà. Le prochain 24 heures, c'est quoi ? Là, je suis en train de réaliser le film photographique du 24 heures que j'ai fait avec le SMUR et SAMU de l'hôpital d'Orléans. Et on pourra le voir quand ? Bientôt. Géraldine, merci beaucoup. Un vrai plaisir de vous recevoir. Nous, on se retrouve très vite pour un nouveau TLS+. D'ici là, comme d'habitude, continuez à vous informer en regardant Télésud. À bientôt. Au revoir.